Ibrahim Etia. Et notre invité, M. Omar Ouad, il est spécialiste de la question, comme annoncé en première partie. Ibrahim, vous allez bien? Ça va très bien, Van. Nous vous saluons et saluons également l'ensemble des téléspectateurs de la 2STV et souhaitons la bienvenue à notre invité, M. Omar Ouad. Ça va, M. Ouad? Ça va bien, merci beaucoup et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. M. Ouad, il est de l'association sénégalaise de promotion, d'appui à la décentralisation et aux initiatives citoyennes. Voilà, donc nous parlons de décentralisation. Juste une question pour camper le décor. On parle de problèmes de cohérence territoriale, on parle d'économie territoriale, on parle d'animation. Mais assez souvent, quand on parle de la décentralisation, on ne cite que l'acte 3 pour dire qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas verser un peu plus dans la prospective pour des solutions afin que cette décentralisation soit le point de lancement du développement de nos pays? Merci, comme je l'ai dit, de l'invitation et merci de la question. Je crois que vous avez posé une question importante parce que la décentralisation a ses origines dans notre Constitution. Et si on revisite notre Constitution, la décentralisation, les collectivités locales constituent plus ou moins les champs d'expression de la citoyenneté. C'est le cadre de participation donc, des citoyens à l'action publique. C'est le cadre aussi de territorialisation des politiques publiques. Et quand on dit participation des citoyens à l'action publique et quand on dit territorialisation des politiques publiques, cela montre que justement ce cadre-là devient important, ce cadre devient, le centre devrait être le centre d'impulsion de notre développement économique et social. Malheureusement, comme vous l'avez dit, quand on parle de décentralisation, on a tendance juste à se limiter à l'acte 3 de la décentralisation qui devait constituer une étape dans le processus d'évolution de cette politique-là. Donc c'est normal, c'est une réforme politique. Et comme toute réforme politique, elle n'est jamais facile. Donc il ne faudrait pas, à mon avis, je crois, comme vous l'avez dit, qu'on puisse se limiter à dire que justement toute notre politique de décentralisation doit se limiter à ce débat-là sur l'acte 3 de la décentralisation. Je voudrais qu'on puisse lever la tête et voir un peu plus loin pour se poser les questions sur les objectifs de la décentralisation. Pourquoi décentraliser? Et je crois que la réponse coule de source. On décentralise parce qu'on doit mieux faire. On décentralise parce que les politiques publiques doivent être plus efficaces. On décentralise parce qu'on doit plus responsabiliser les populations, les citoyens. Donc la décentralisation se place au cœur justement de notre politique de développement économique et territorial. Justement, le Sénégal est pratiquement le laboratoire en matière de décentralisation en Afrique de l'Ouest depuis 1872, vous l'avez rappelé tantôt. Mais est-ce que véritablement, depuis 1872, après l'acte 1, 1972, l'acte 2, jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on a véritablement des stratégies territoriales pour que les collectivités territoriales au Sénégal puissent assurer leur propre développement? Pour répondre à la question très sincèrement, je crois qu'on a fait des avancées en 72 parce qu'il faut le rappeler, en 72 on a voulu pénétrer, j'allais dire, étendre la décentralisation vers le monde rural. Parce que qui dit monde rural dit aussi production agricole, dit aussi lieu d'habitation de l'ensemble de la majorité de la population. Donc 72 a voulu aller dans ce sens-là en étendant la politique de décentralisation au monde rural, en ouvrant en créant ce qu'on appelle les communautés rurales. 96 constitue aussi une étape importante parce que a permis de consolider, de considérer ces collectivités locales comme responsables, donc en leur transférant un certain nombre de compétences, mais aussi en allégeant le contrôle pour que ces collectivités locales puissent véritablement jouer leur rôle dans leur partition dans la politique de développement local. Donc aujourd'hui, dans le cadre de l'acte 3, ce qu'on a voulu faire, c'était justement d'introduire ce principe de territorialisation, de développement, ça veut dire de promotion du développement territorial. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que justement, c'est aussi revoir la gouvernance tout court,
c'est revoir aussi les relations entre l'État et les collectivités territoriales, c'est aussi revoir les mécanismes de mise en œuvre, la gouvernance, ce qu'on appelle la gouvernance des politiques publiques. C'est ça qu'appelle la territorialisation des politiques publiques. Mais malheureusement, on est arrivé à un moment sur l'acte 3 où on a buté d'abord sur des questions politiques, de calendrier politique. Deuxièmement aussi, on a buté aussi sur ce qu'on appelle le jeu des acteurs. Ça veut dire que chacun voudrait qu'on avance, mais la manière dont on devait avancer aussi n'était pas quelque chose de partagé. Du coup, ça a plombé, à mon avis, un peu cette politique-là. Mais si je revois les ambitions de cette politique, ces ambitions me semblent être des ambitions sur lesquelles je crois que très nobles, parce qu'il s'agissait de moderniser la gestion des collectivités locales. Il s'agissait de renforcer cette territorialisation. Il s'agissait de contractualiser l'action de l'État sur les territoires. Il s'agissait également de revoir les échelons de gouvernance. Donc je crois que les objectifs sont nobles, mais du point de vue de la pratique, c'est des choses qui prennent du temps, c'est des choses qui se mettent en place progressivement. Renforcer les actions de l'État au niveau des territoires. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un véritable développement économique territorial avec des métiers au niveau des territoires, avec vraiment une véritable économie dans les territoires, histoire de maintenir les jeunes dans les territoires, histoire de lutter contre la migration irrégulière, histoire de lutter contre l'exode rural? Je crois qu'on le note pour véritablement pointer du doigt l'une des faiblesses, à mon avis, de notre politique de décentralisation. Cette approche territoriale n'est pas encore une réalité. Mais cette approche aussi territoriale doit s'appuyer sur ce qu'on appelle la livraison de services. Donc si vous allez aujourd'hui dans une commune, comme on a tendance à souvent le dire, pour le citoyen, quel est le service qui est rendu? À part, je crois que l'état civil aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de services qui sont rendus par les collectivités locales aux citoyens. Ceci fait aussi que la plupart d'entre nous, si on leur demandait combien de fois vous êtes parti vers votre siège de la commune, il y en a qui vont dire peut-être 0 fois, 1 fois ou 2 fois, mais ce n'était pas toujours pour aller voir des services. Donc, ces services-là, pour les rendre, pour nous, le premier virage qu'il nous faut négocier, c'est ce qu'on appelle le virage économique de la décentralisation. Comment justement ne pas s'arrêter sur les questions institutionnelles? Ça veut dire qu'il y a des élections locales, ça se passe, il y a une animation, mais après ces élections, on se demande qu'est-ce qu'on doit faire. Et la plupart, quand vous demandez à nos maires, à nos élus locaux, c'est la même, tous répondent de la même manière. On nous a transféré des compétences, mais on n'a pas les moyens. Justement, ça veut dire que la question des moyens est au centre de toute politique. Est-ce que l'État même a les moyens de sa politique? Ça veut dire que si je suis responsable d'un territoire infra-étatique, je dois pouvoir justement développer des stratégies de développement économique local. Sans un tissu économique local, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'activité économique. S'il n'y a pas d'activité économique, il n'y a pas de fiscalité locale qui vaille. Parce que la fiscalité locale la plus pertinente, ce n'est pas la fiscalité per capita. C'est la fiscalité qui est basée sur les activités économiques. Faites de l'activité économique, développer, générer des revenus et on partage les revenus. Si c'est basé sur la personne, ce n'est pas rentable. Ce n'est plus acceptable de plus en plus dans le monde. C'est une imposition qui n'est plus acceptée, de plus en plus acceptée. Donc nécessairement, nos collectivités locales sont condamnées, à mon avis, à faire de l'économie territoriale. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'économie territoriale? Ce n'est pas de faire juste le PSE, de venir le faire au niveau local. Parce que le PSE a une vision globale. C'est de partir, faire du développement économique territorial, c'est de partir des ressources d'un territoire, et chaque territoire a ses potentialités, et de pouvoir s'approprier ces potentialités sur la base d'une vision de développement économique basée sur nos spécificités et sur les besoins du territoire. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle d'économie territoriale. Maintenant, comment il faut le faire? Nous proposons justement que pour le faire, la première chose pour nous, nous pensons qu'il y a 3 piliers essentiels. Le premier, c'est les ressources humaines. Il faut des professionnels pour faire de l'économie territoriale.
ce n'est pas seulement l'affaire des élus, parce que les élus donnent la vision, mais pour faire de l'ingénierie territoriale, il faut des professionnels du territoire. C'est pourquoi nous pensons qu'il nous faut promouvoir les métiers du développement économique territorial. La deuxième chose, c'est qu'il faut des dispositifs d'animation économique. Et la troisième, pour nous, c'est aussi comment mobiliser justement des mécanismes, développer des mécanismes de financement alternatifs. Parce qu'il ne s'agit pas de pousser l'État à dire nous partageons ce que vous avez. L'État doit transférer les ressources nécessaires pour assurer les compétences transférées. Mais pour promouvoir le développement économique, il nous faut justement revisiter et développer les mécanismes de financement alternatifs. Parmi les mécanismes de financement alternatifs, nous pensons que le financement participatif constitue un élément central. Et ce que nous croyons aussi, c'est que les Sénégalais doivent financer les Sénégalais. Et c'est ça qu'il s'agit. Financement endogène. Endogène. Est-ce que ce que vous dites, quand vous parlez de la promotion des métiers du développement territorial, ça n'a rien à voir avec la fonction publique locale? Il y a un lien, mais il ne s'agit pas nécessairement parce que c'est l'État employeur. L'État est déjà un employeur, les collectivités locales doivent être des employeurs. Mais il ne s'agit pas seulement, ce ne sont pas les seuls employeurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons une fonction publique locale, certes, mais si je vous dis qu'il n'y a que 3 cadres qui sont ouverts, c'est le cadre des administratifs, c'est le cadre lié au transport et c'est le cadre lié plus ou moins à la santé. Mais sur le développement économique local, nous devons d'abord structurer les métiers du développement économique territorial, les faire connaître, encourager les jeunes à épouser ces nouveaux métiers, ce qui fait que il y a un travail préalable de définition des référentiels de compétences, des référentiels de métiers et des référentiels des programmes de formation qui vont avec. C'est pourquoi Tatane Assadik s'est lancé dans cette dynamique-là pour justement promouvoir ces métiers. Donc nous avons lancé un appel à candidature depuis mars et nous étions surpris de voir qu'il y avait plus de presque 500 jeunes qui ont manifesté leur intérêt à venir voir ce que nous leur proposons. Donc nous, dans ce sens, nous organisons jeudi prochain à la Chambre de commerce de Dakar la première session d'information pour justement expliquer, présenter ces nouveaux métiers du développement économique territorial. L'ère du collecteur d'impôts, c'est fini, quoi. Voilà. Mais est-ce que c'est viable, ces nouveaux métiers-là que vous proposez? Parce que le constat, c'est que beaucoup de Sénégalais ne veulent pas aller dans les collectivités territoriales parce que ce qu'on leur propose, c'est pas tenable. Ça paye pas bien. Alors aujourd'hui, beaucoup de fonctionnaires ne veulent pas travailler dans les collectivités territoriales parce que ça paye pas. Mais est-ce que les métiers que vous proposez peuvent nourrir les jeunes, puisque l'emploi aujourd'hui, c'est pas donné à n'importe qui dans ce pays? Je vous donne rapidement un exemple. Vous avez dit tantôt que les collectivités locales peinent à mobiliser leurs ressources endogènes. La stratégie de mobilisation, établir une stratégie de mobilisation de ressources financières, c'est un métier. La mettre en œuvre, l'évaluer, capter, développer des mécanismes de financement alternatifs, c'est du métier. Donc nous, ce que nous proposons, c'est très simple. Ça veut dire que c'est les métiers que nous avons choisis, nous en avons identifié 12. Et le choix a été porté sur les métiers qui peuvent quand le jeune y entre, il peut développer lui-même les ressources nécessaires pour sa prise en charge. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est comment, par exemple, les parcours entrepreneuriaux, comment les mettre en place, comment mobiliser ces ressources-là, comment justement établir des partenariats publics-privés entre les différents segments des acteurs territoriaux. Donc, c'est des métiers qui doivent générer des ressources complémentaires. Et nous nous mettons dans une dynamique que lorsque des ressources complémentaires sont générées et des services nouveaux sont générés, ces métiers peuvent se prendre en charge parce qu'apportant une valeur ajoutée. Et c'est comme ça que nous pouvons intéresser les collectivités locales demain et la fonction publique locale à ouvrir de nouveaux corps et de nouveaux cadres afin de pouvoir absorber. Mais aussi, ces jeunes peuvent être utilisés par d'autres structures, à savoir peut-être des ONG, des projets et programmes, mais nous n'avons pas basé notre stratégie sur cet emploi futur. Nous l'avons basé sur l'ouverture. Donc nous avons mis en place des dispositifs et ces dispositifs vont absorber pour nous les jeunes qui vont être sélectionnés. En tout cas, dernière question. La dernière question, moi. Allez-y.
Bon, non, je vous la laisse cette question-là. Alors peut-être pour une toute dernière question, est-ce que les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers adhèrent à ce projet? Dans un premier temps, nous sommes dans une dynamique d'abord d'asseoir, parce que notre option, c'est d'abord d'aller vers les résultats, d'aller vers des expériences très concrètes. Nous n'avons pas voulu en faire un projet à soumettre à des bailleurs de fonds et autres. Nous avons développé ces concepts, nous les avons expérimentés, nous avons travaillé, nous sommes en train de travailler avec une dizaine de collectivités territoriales qui se sont engagées. Et donc, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons y aller avec de petits résultats. Ça veut dire de petites victoires qui vont nous permettre de montrer que c'est possible. Justement parce qu'on a tendance d'abord à théoriser, à faire de grands événements, alors que dans la pratique, souvent, ça pose problème. Donc, nous, notre approche, c'est le contraire. Nous sommes dans une démarche expérimentale. Nous avons choisi une dizaine de collectivités locales avec qui nous sommes en train d'expérimenter cette stratégie-là. Et justement, quand ça a réussi, l'option de Tatane, c'est d'aller vers la capitalisation et la mise à l'échelle. Voilà. Merci. Monsieur Oumar Wade, nous vous remercions. Ça fait un plaisir de vous recevoir. J'aime bien recevoir des experts qui vous apportent beaucoup de plus-value. En tout cas. Merci à toute l'association. Donc, ça s'appelle quoi encore? Association sénégalaise d'appui à la décentralisation et aux initiatives citoyennes. Initiative citoyenne, parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui veulent briguer les mairies. Ça va poser problème. Candidat, je ne veux pas être insulté parce que faire de la politique aujourd'hui, c'est... Non, candidat à la mairie de Saint-Louis. C'est la mairie de Saint-Louis. La politique, forcément. Vous avez l'homme politique qui pèse le plus possible, le plus lourd, un budget de plus de 1000 milliards aujourd'hui, Mansour Faye. Si vous voulez le contrecarrer à Saint-Louis, mais il faut se lever de très très bonne heure. Il est parti pour dérouler et être maire pour 5 ans encore. Donc à ce niveau-là, il faut le laisser travailler. Parce que la politique au Sénégal, c'est quand même avoir de l'argent dans un premier temps. C'est ma conviction. Alors, merci M. Wade. Ibrahim Etia, avec plaisir, on vous reçoit la semaine prochaine. Merci beaucoup Ben et merci à tous les téléspectateurs. À l'équipe technique, merci. Mané était du côté de la réalisation ainsi que Ngaï. On se retrouve demain, mesdames et messieurs. Et nous parlerons de la ville si chère à Ousmane Tanor Dieng, Nguyen et environ. Qu'est-ce qui va se passer? La rétrospective, ce sera avec Astou John à partir de 13h30. Bon appétit si vous êtes à table. Et encore une fois, merci, prenez soin de vous, parce que comme j'ai l'habitude de le dire, nul n'a le droit de vous aimer mieux que vous-même. Portez-vous bien.